J'informe donc de nouveau pour ceux qui viennent d'arriver que l'enregistrement est en cours pour ce webinaire. Donc pour commencer, je vais rappeler un petit peu le contexte, pourquoi nous, Ecopile, nous avons lancé cette étude. Ensuite, je pourrai donc vous présenter l'étude avec Anne et les résultats de la phase 1. On vous parlera également des nouveaux défis, donc de la phase 2, ce sur quoi nous sommes en train de travailler actuellement. Puis on parlera des possibilités de partenariat, collaboration. Et enfin, on aura une session de questions-réponses. Donc le webinaire va durer à peu près 30 minutes. Et au-delà de ces 30 minutes, on prévoit à peu près 15 minutes de questions-réponses. S'il y a plus de questions-réponses, on sera toujours disponible, mais ceux qui doivent partir, vous pourrez donc partir. Alors pour commencer, on a une petite question. Anne, je te laisse lancer cette question. Oui, alors donc on aimerait savoir si, hormis évidemment ce webinaire d'aujourd'hui, vous avez déjà cherché des solutions de valorisation pour vos EPI. Et alors, on attend le lancement du questionnaire. Alors, on a fait nos tests, mais selon les paramètres de votre Teams, il se peut que vous ne voyez pas apparaître le sondage. Donc, c'est pas grave. On pourra vous poser la question après par mail. C'est pas un souci si vous ne voyez pas ce sondage. Hop. Et je vois que j'ai quand même plusieurs réponses. Donc, a priori, ça fonctionne. Là, on est à 30 retours. Peut-être que ça fonctionne pas si vous êtes sur le navigateur Teams. Après, c'est pas bien dramatique. Alors, on a encore un peu plus de réponses. On va attendre encore quelques secondes. Moi, je pense que ça doit être bon. Globalement, vous êtes plutôt beaucoup à avoir déjà cherché des solutions pour vos EPI. Donc, on est à 60% de oui et 40% de non. Eh bien, pour ceux qui ont cherché, vous n'êtes pas les seuls. Ceux qui n'ont pas encore cherché, bienvenue sur ce webinaire. Nous, on a lancé l'étude déjà, alors je vous l'expliquerai après, mais on avait de la demande de nos adhérents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le marché des EPI, en 2022, il a été estimé à 1,5 milliard d'euros. Donc, c'est plus que le budget annuel de certaines grandes villes, comme par exemple Nice ou Nantes. Donc, c'est un budget qui est déjà assez conséquent. Et globalement, on va retrouver, donc d'après la littérature, hein, le maximum de pays dans le secteur de l'industrie. On en retrouve aussi dans le bâtiment, dans les travaux publics et également dans la partie énergie. Donc nous, on a catégorisé les EPI avec 8 catégories différentes. Mais là, on va voir dans la littérature, c'est plutôt les vêtements de protection, les chaussures de sécurité, les gants, les casques et les protections respiratoires qui sont le plus présents et le plus vendus en France. Et donc pour ça, une autre petite question pour vous. Donc, sur le chiffre de 150 tonnes, hein, qui est effectivement impressionnant, que représente-t-il, à votre avis? La question A, la réponse A, pardon, le poids annuel des EPI recyclés en Europe, le poids total des déchets d'EPI produits annuellement en France. Réponse C, la quantité de déchets évités grâce à la valorisation des EPI ou les économies de CO2 réalisées grâce au recyclage des EPI. Donc là, normalement, pareil, vous avez la possibilité de répondre à la question directement sur votre écran. Donc je vois que certains ont déjà répondu. Et c'est la bonne réponse pour le moment. Ah, quelques petites erreurs entre la réponse 1, la réponse D. Donc certains sont optimistes avec le poids annuel des EPI recyclés en Europe. D'autres parlent des économies CO2 réalisées grâce au recyclage des EPI. On a un petit peu la réponse C aussi, la quantité de déchets évités grâce à la valorisation des EPI. Eh bien, malheureusement, on n'est pas sur ces réponses-là. Donc, en France, environ 150 000 tonnes de déchets d'EPI ont été générées en 2022. Donc, dans cette quantité de pays, on ne prend pas en compte les vêtements d'image que nous, on va prendre par la suite en compte dans l'étude.
Et donc 150 000 tonnes de déchets de pays, c'est principalement, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'industrie, les travaux publics. Donc nous, à partir de cette donnée et par rapport au territoire de la CUT-CCHF, on savait qu'on avait déjà un gros potentiel de pays, donc un gros potentiel de déchets de pays par la suite à venir valoriser. Donc on s'est concentré pour l'étude sur la CUD et la CCHF, puisque la CUD, c'est un territoire qu'on connaît, et Copal est implanté sur la CUD, et on a des liens très étroits avec la CCHF, donc la communauté de communes des Hauts-de-Flandre. Et on a estimé, donc, avec l'aide de la GUR, combien nous, on avait de porteurs de pays en 2022. Pour 80% des emplois, on est parti sur une estimation initiale de 1100 tonnes potentielles de déchets de pays. Donc ça, c'est vraiment une estimation basse, puisque pour cette première estimation, on ne prenait pas en compte les vêtements d'image. Donc pourquoi on a lancé l'étude? Nous, sur les 5 dernières années, donc Ecopal, on a eu beaucoup de demandes de la part de nos adhérents pour savoir comment valoriser, par exemple, les chaussures de sécurité ou les casques de sécurité, puisque les casques, c'est pas forcément lourd, mais c'est assez volumineux. Donc ça prend de la place dans une benne, par exemple. Et donc, on s'est lancé dans l'étude. Oh, voilà, je reviens là. On s'est lancé dans l'étude en 2023 officiellement. Mais pourquoi nous, Ecopal, nous sommes-nous lancés dedans? Eh bien, Ecopal, c'est une association à but non lucratif. On est spécialisé dans le domaine de l'EIT, l'écologie industrielle et territoriale. C'est l'un des piliers de l'économie circulaire. Donc aujourd'hui, on a une centaine d'adhérents. On n'a pas forcément que des sites industriels, on a des universités, on a des TPE, PME. Donc vraiment, la demande, elle venait de structures assez variées et de secteurs d'activité différents. Donc aujourd'hui, on anime l'EIT sur le territoire dunkerquois et on participe également à l'animation du réseau régional de l'EIT. Donc ce réseau s'appelle Comet. N'hésitez pas à aller voir sur Internet, donc sur le site de Synapse, il y a une communauté pour ce réseau. Et aujourd'hui, on est une équipe de 7 personnes et 5 ETP. Donc nous, nos missions, c'est d'accompagner nos adhérents. Donc on va par exemple faire des collectes mutualisées de déchets. On va essayer de développer des synergies au sein de notre réseau d'acteurs. Puis on accompagne également les territoires pour mettre en place des démarches de IT. Donc l'étude, nous, elle est partie de plusieurs demandes de nos adhérents. Et en 2022, on a lancé officiellement notre premier groupe de travail. Donc lors de ce groupe de travail, on avait convié la communauté urbaine de Dunkerque qui avait un projet avec leurs vêtements de travail. On avait convié également les acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont en mesure de valoriser certains types de pays, puis des fournisseurs de pays. Et là, on s'est rendu compte que c'était tout de même assez compliqué. On ne peut pas, par exemple, faire de réemploi, puisque c'est interdit. Et donc, en juillet, on a commencé à travailler sur le cahier des charges. Fin 2022, on est passé par un marché public et on a obtenu notre subvention donc, via le plan France 2030. Et en mars, on a officiellement lancé l'étude via un second groupe de travail, donc en mars 2023. L'étude aujourd'hui, son prénom officiel, il faut savoir, hein, c'est pas seulement l'étude EPI, c'est une étude de faisabilité technico-économique visant à structurer une filière locale de valorisation des EPI. Donc, comme je vous l'ai dit, on a eu une subvention pour l'étude via le plan France 2030 et le programme Territoire d'innovation. Donc, nous, notre étude, elle a été intégrée à la démarche Dunkerque, l'énergie créative. Je laisse Anne prendre la main pour vous présenter en détail notre étude. Alors, on a démarré par une étude préliminaire d'opportunité qui incluait un état de l'art, une étude de gisement afin de déterminer les volumes et les typologies de pays qu'il allait falloir traiter. Il était aussi nécessaire, afin de mener cette étude, de répertorier les expertises à la fois locales, régionales et nationales sur toutes les étapes d'une future filière de valorisation.
Et on a la chance d'être dans une région qui est riche d'expertise et de compétences dans ces domaines. Donc cette première phase est actuellement terminée. On va vous présenter des résultats sur cette phase. Nous avons entamé la phase 2 qui contient des investigations donc beaucoup plus pratiques pour déterminer la faisabilité technico-économique de la mise en place de cette filière. Et elle contient des essais préliminaires, donc on continue de travailler sur l'identification des filières existantes qui ne sont pas forcément dédiées aux EPI, mais qui pourraient être mises à profit dans le cadre de ces valorisations, des investigations sur les matériels, les méthodes et les essais. Avec tous ces éléments, on pourra faire des premières propositions de filières sur l'aspect technique et aussi logistique, qui viendront être complétées par la suite dans une phase de formalisation et d'optimisation avec des éléments financiers pour pouvoir mettre en place cette filière avec tous les aspects d'investissement notamment. Alors, on a réalisé la phase 1 sur 2023, elle est donc maintenant terminée. La phase 2 a commencé sur l'identification des filières locales déjà en 2024. Nous avons aussi démarré les investigations matérielles et méthodes en 2024 et ça se poursuivra très largement sur 2025. Les propositions de filières et la formalisation se feront donc sur l'année 2025. Alors, sur les résultats de la phase 1, il existe actuellement donc un rendu d'étude sur l'état de l'art, sur l'étude complète de gisement qui a été menée sur la communauté urbaine de Dunkerque ainsi que la CCHF. Donc là, on a des résultats sur les quantités et les typologies de pays utilisés et qui sont catégorisés par activité des entreprises qui ont eu la gentillesse de répondre à cette étude. Par ailleurs, nous avons créé un listing des structures qui apportent ou qui sont susceptibles d'apporter des expertises, des compétences ou qui sont susceptibles d'intervenir dans cette future filière. Et là, on a une catégorisation par matériaux, par type de recyclage. La position aussi sur la chaîne de valeur dans laquelle ces structures sont éventuellement en mesure d'intervenir actuellement ou dans le futur, et une analyse des risques sécurité aussi. Alors, dans les résultats de cette phase 1, on a évidemment un glossaire, parce que c'est un sujet extrêmement technique, et on a travaillé aussi à qualifier en fait par type de pays. Donc, là, on vous donne un exemple. Par exemple, dans le casque simple, on a finalement fait un éclaté de cet équipement pour déterminer quelles étaient les matières qui éventuellement pouvaient être utilisées pour chaque élément de cet EPI, ce qui nous permet après de travailler à l'identification des... Donc là, on vous propose... La présentation est coincée. Ah, alors, je ne sais pas si vous voyez tous de mon côté. Alors, on a un petit souci technique. Moi, ma présentation est bloquée sur résultat de la phase 1, état de l'art. Damien, si tu peux nous dire si la slide est bien passée sur la 14 avec la pyramide des inventaires. Oui, moi c'est bon de mon côté. Ok, bon, bah dans ce cas-là, c'est Anne qui a un petit souci. J'ai un petit souci technique, je vais suivre sur l'écran d'Anthony. On va se mettre à deux. Tu peux avancer. Hein. Oui, sinon je ne suis plus dans l'écran. Donc, on a travaillé sur un inventaire des initiatives de recyclage et de valorisation suivant la pyramide que tout le monde connaît bien. Donc, l'idée étant évidemment toujours d'éviter le déchet. Le réemploi, comme l'a évoqué Antonine précédemment,
n'est pas possible dans le cadre des EPI. Donc, on a travaillé aussi sur la réutilisation, le recyclage, la valorisation matière. Il y a des éléments aussi d'augmentation de la durée de vie de ces EPI qui sont intéressants aussi à mettre en avant. Tout ce qui peut éviter le déchet est toujours intéressant à porter à la connaissance de tous ceux qui en sont à la fois acheteurs, utilisateurs et qui doivent gérer ce déchet en fin de vie. Alors, en termes de méthodologie, on a mené l'étude de gisement avec un questionnaire en ligne ou questionnaire papier. Donc, on collecte ce qui est très classique dans ce type de collecte de données, des données à la fois administratives qui vont nous permettre de catégoriser ces entreprises qui ont répondu à l'enquête, mais aussi ce qui était le plus critique, c'était d'obtenir des informations sur la typologie, les quantités de pays. Alors, on a travaillé évidemment sur ce qui est acheté. Il est impossible et pas du tout réaliste d'aller compter ce qui sort dans les poubelles. Mais on sait qu'à un moment, sur ces EPI, ce qui est acheté va forcément devoir ressortir en bout de chaîne. Donc, et on vous a demandé aussi, vous avez été nombreux à nous répondre, je crois qu'on a plus de 90 réponses, si vous aviez déjà entrepris des recherches sur le recyclage des EPI et de nous aider à identifier ces organismes. Après, on vous a demandé évidemment si vous souhaitiez participer à cette étude et participer des éléments que vous avez déjà peut-être vous aussi collectés, qui pourraient nous aider à avancer. Et ce qui nous a intéressé aussi par rapport à l'aspect logistique, c'est de comprendre quelle proportion des EPI est achetée et la proportion qui est louée. Pourquoi? Parce que tout simplement, la proportion qui est louée fait l'objet d'un traitement dont finalement c'est l'entreprise qui loue l'équipement qui collecte en fin de vie. Donc là, il y avait un intérêt particulier sur l'étude de la chaîne logistique. Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit en début de webinaire, mais pour l'étude, on s'est focalisé, alors, on ne s'est pas focalisé sur un type de pays, on a vraiment pris en compte tous les EPI. C'est pour ça que dans notre étude de gisement, on parle de 8 catégories de pays. Et même si ce ne sont pas des EPI, on a pris en compte les vêtements d'image, puisqu'avec la réglementation textile qui entre en vigueur dans très très peu de temps, début 2025, on sait que ça va être une problématique pour tout le monde. Et finalement, il y a des méthodologies appliquées aux EPI qu'on va pouvoir appliquer à ces vêtements d'image, justement. Voilà, donc dans cette slide, on vous présente dans les très très grandes lignes les tendances de ces réponses. Donc là, on vous présente en fait sur la droite le nombre de réponses reçues par secteur d'activité. Pour que ce soit lisible, on vous a pas mis les secteurs, mais Anthony repasse sur chaque grande catégorie. Donc on voit bien le BTP, la métallurgie. Après, on a du mix évidemment, parce que nous sommes sur un territoire où il y a de très très grandes industries, mais aussi un mix assez important d'industries, le transport et la logistique évidemment, dans les 4 premières catégories. Les réponses que nous avons reçues couvrent au total un petit peu plus de 14 000 emplois, dont plus de 12 000, presque 13 000 qui sont des porteurs de pays. Donc, on a une bonne représentativité de ce qui est acheté et utilisé sur notre plaque industrielle ou portuaire. Alors, dans cette diapo, on vous présente donc en pourcentage, sur la gauche, la répartition des EPI en fonction de leur quantité. Et donc, on voit qu'il y a une grande diversité sur les quantités d'achat. On a des quantités vraiment très importantes sur les gants et sur les protections auditives. Mais il faut mettre évidemment ces données-là en quantité, en balance avec
la taille potentielle de chaque pays. On imagine bien que un casque, c'est à peu près toujours dans les grandes lignes le même poids par unité. Par contre, sur les protections auditives, par exemple, on a une diversité phénoménale entre le bouchon d'oreille qui est extrêmement petit et éventuellement le casque de protection auditive. Donc, sur le graphique de droite, on vous présente en fait en pourcentage aussi la répartition dans ces 8 grandes catégories de pays en fonction de leur masse. Et on voit que là, les choses ne sont pas du tout les mêmes et qu'il faut, pour travailler justement des solutions technico-économiquement faisables, prendre en compte non seulement la quantité, mais aussi la masse de ces EPI, parce qu'il y a des difficultés particulières en fonction de quantité très importante, poids minime, ou quantité et poids important, ce qui est l'idéal à traiter. Mais on voit bien que là, on a une assez grande décorrélation entre les quantités et les masses. Voilà. Très important à prendre en compte. Donc je vais reprendre la parole. Je tiens à préciser, sur l'infographie qu'on a fait circuler, il y a un petit zéro qui est venu s'ajouter. C'est pas 15 000, mais 1 500 tonnes, ce qui est quand même tout de même assez conséquent. Mais par rapport à la répartition des EPI, on est toujours sur les mêmes valeurs. Donc nous, pour pouvoir estimer donc, sur la CUD CSHF le gisement de pays, donc on s'est servi des résultats qu'on a eu à l'étude de gisement, puis on a travaillé également avec l'AGUR, donc l'agence d'urbanisme présente sur le Dunkerquois, pour pouvoir avoir le nombre d'emplois sur la CUD et CSHF en fin 2022. Donc ça nous a permis de savoir d'aller estimer, par exemple, dans le secteur de la métallurgie, combien on a d'emplois et ça revient à combien de pays par ETP, par exemple. Donc pour ça, on a dû associer des codes NAF, on a dû les grouper par secteur d'activité et ensuite, on a eu nos différentes quantités de pays. Donc 1 500 tonnes, c'est le chiffre que nous avons estimé. Et c'est une estimation qui, normalement, prend en compte 80% des emplois. Il y a des emplois pour lesquels on n'avait pas des secteurs d'activité pour lesquels on n'avait pas forcément de réponse, ou des codes NAF pour lesquels on n'est pas certain qu'il y ait une utilisation de pays. Donc c'est une quantité, minimale, donc une estimation et globalement, on voit que c'est un petit peu, similaire aux chiffres qu'on avait vus dans la littérature. Nous, on avait estimé à 1 100 tonnes. Sans les vêtements d'image, voilà. Donc on savait qu'on aurait un chiffre plus impressionnant. Alors je vois une question, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra à la fin. 1 500 tonnes, c'est bien pour l'année 2022, donc c'est les achats de pays en 2022. Donc là, on voit que la répartition, c'est assez similaire au graphique précédent. C'est principalement, finalement les vêtements. Les vêtements de protection, on retrouve aussi les gants, puisque les gants, sont beaucoup utilisés et certains d'entre eux, beaucoup à usage unique. Donc on les a pris en compte, hein, les EPI à usage unique dans notre étude et donc voilà, là, c'est vraiment pour représenter, la répartition et ça nous sert également par la suite, donc Anne vous l'expliquera, mais à pouvoir nous choisir les EPI sur lesquels on va venir se focaliser, pour structurer la filière. Donc toujours dans cette phase 1, puisque là, on parlait de la phase 1.2, étude de gisement. Donc là, on est à 1.3, expertise régionale et nationale. On est venu créer un annuaire assez conséquent avec vraiment toutes les structures qui pouvaient avoir une expertise en lien avec le projet. Donc typiquement, on a pensé au pôle de compétitivité qui ont des expertises, donc soit textiles, soit plastiques, puisque nous, Ecopal, on n'est pas forcément spécialisé dans l'un de ces domaines. Donc, c'est important pour nous de pouvoir nous associer aussi à d'autres acteurs. Et par exemple, avec des pôles de compétitivité, on a fait des adhésions croisées, ce qui nous permet de travailler collaborativement sur des sujets qui sont communs à nos deux structures. Donc aujourd'hui, on est sur la phase 2, donc avec des nouveaux défis. On attendait avec impatience cette phase 2 qui est plus opérationnelle, puisque l'étude de gisement, même si elle reste ouverte, on a fait l'extraction, on a fait l'infographie.
Mais n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas encore eu le temps d'y répondre, à y répondre. On vous enverra les liens à la fin du webinaire. Donc globalement, sur la phase 2, on a quatre sous-phases. La première, c'est l'identification des filières locales. On l'a vu sur le Dunkerquois, on a des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont bien présents, qui ont des compétences et qu'on pourra potentiellement mobiliser donc, sur ce projet-là. Mais il faut également pouvoir identifier d'autres structures et notamment celles qui seront amenées à utiliser les matériaux issus du remploi ou du recyclage. Donc c'est important de savoir ce qu'on va faire par la suite avec, par exemple, du polyéthylène en granulé, par exemple. Ensuite, on a la partie investigation, matériel et méthode. Donc, on va vous donner un peu plus de détails dans les slides suivantes. Et donc, comme l'a dit Anne, à la fin, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir proposer une filière, de formaliser la filière et d'optimiser. Donc, nous, on est là pour la structurer, mais Ecopal ne sera pas forcément porteur de la filière donc à l'issue des 3 ans d'études, des un an et demi qui nous restent. Anne, je te laisse prendre la main pour cette partie-là. Oui, pour la partie identification des filières, il a fallu donc choisir par quel EPI commencer. Il est absolument hors de question de tout démarrer en même temps. Donc, on a utilisé la matrice SWOT afin de simplifier en fait les critères de décision pour savoir sur quels équipements commencer. On a travaillé sur une consolidation de l'annuaire parce qu'évidemment, la clé de la mise en place de cette filière, c'est de connaître tous les acteurs de la chaîne de valeur qui sont susceptibles d'intervenir, tant en tant que prestataire que en tant que fournisseur de compétences et expertise et accompagnement sur des sujets soit techniques, soit plus financiers par rapport à la faisabilité de cette filière. On travaille bien évidemment à la création d'une chaîne de valorisation des EPI en fonction de chaque EPI et parfois en fonction de chaque matière qui peuvent individuellement composer ces EPI parce qu'on a vraiment des EPI multimatières. On essaye de prédéfinir des acteurs pour chaque étape dès qu'ils sont connus d'Ecopal. Donc n'hésitez pas si vous avez une connaissance spécifique sur des filières de recyclage, sur des matières, à nous contacter avec ces éléments-là. C'est toujours très utile pour nous de connaître ce qui existe et parfois ce qui est en émergence parce que le sujet du recyclage est vraiment un sujet d'actualité avec beaucoup de choses qui se passent sur cette partie-là. Et surtout, nous cherchons des expertises et des références sur comment valoriser la matière et quels sont les usages de la matière qui est générée en bout d'étape de recyclage, donc la matière brute. On est vraiment à votre écoute si vous avez des références à nous donner. Investigation, matériel, méthode et essais éventuels. Donc, on a lancé cette partie-là. Donc, on travaille sur les équipements qui vont être nécessaires sur cette chaîne de valorisation. Évidemment, ça nous permet à chaque étape de consolider cet annuaire pour catégoriser tous les acteurs de cette chaîne. Et nous l'espérons, avec votre aide, pouvoir augmenter donc cet annuaire de compétences. La préparation de plans d'essai. Donc, on a lancé un plan d'essai qui va se focaliser sur les casques et qui nous permettra d'arriver à des premières investigations sur les coûts et la logistique. Alors les casques, on sait que c'est quelque chose, c'est une activité qui existe déjà, mais c'est important pour nous justement de pouvoir savoir sur l'étape 1 du démantèlement combien de temps ça prend, combien de personnes vont devoir faire cette étape pour pouvoir bien structurer la filière par la suite. Alors, en termes de nouveaux défis, on va pouvoir passer directement à la slide suivante.
je crois. Pardon, non, passez trop vite. Excusez-moi. Donc, en fait, on lance les étapes 2.3 maintenant sur une première évaluation, un premier montage potentiel de ces filières de recyclage par EPI et aussi par matière. Donc la question ultime, comment vous pouvez nous aider? Alors j'ai eu d'ailleurs dans les personnes qui se sont inscrites au webinaire, ce type de questions, à savoir comment pouvoir s'impliquer dans cette étude. On a défini 3 types de partenariats. La première, c'est ce qu'on a appelé, on a donné des noms à chaque type de partenariat. Le partenaire engagé, donc c'est, la structure qui va adhérer à Ecopel, qui va répondre à l'étude de gisement ou participer à un groupe de travail et qui aura accès donc à certaines données. Par exemple, en termes de livrables, on pourra vous fournir un listing des structures qui proposent déjà la valorisation de pays, puisque nous, notre étude, elle est sur 3 ans. On sait que la filière ne pourra pas se mettre en place avant minimum 2026. Donc en attendant, il faut bien pouvoir trouver des solutions. On a le partenaire ambassadeur, où là, on a plutôt axé sur la partie communication, puis le partenaire technique, vraiment pour un partage d'informations sur les supports techniques, les livrables, mais également la communication. Donc on pourra vous faire parvenir la brochure des partenaires à l'issue de ce webinaire. Donc là, normalement, à l'écran, vous avez petite question pour savoir si vous souhaitez vous impliquer dans l'étude. Alors, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Si vous ne savez pas tout de suite, vous sélectionnez l'option je ne sais pas, je dois y réfléchir, c'est pas un souci. Ceux qui ne peuvent pas, ne souhaitent pas s'impliquer, c'est pas grave non plus. Mais au moins, avec ces réponses, ça nous permet déjà de pouvoir vous identifier et de pouvoir prendre contact rapidement à la suite du webinaire. Donc j'attends encore quelques secondes, que vous ayez le temps, de répondre, au petit questionnaire. On a fait vite durant ce webinaire, c'était 30 minutes. On voulait pas vous assommer avec des tas d'informations, sur, les EPI. Mais là, vous allez avoir un temps de questions-réponses. On pourra, également venir, activer votre caméra ou votre micro si vous le souhaitez. Dans un premier temps, c'est Damien, donc mon collègue, qui va, nous lire, vos questions. Donc Damien, je te laisse, prendre Oui, et bien, bonjour à tous. Du coup, j'ai repris toutes vos questions qui sont dans le fil de discussion. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser, je les mettrai à la suite. Du coup, je reprends la première question. Quelle est la source des 150 000 tonnes estimées? Oui, alors les 150 000 tonnes, donc là, c'est dans la littérature, pardon, et c'est sur un site de fournisseur de pays, si je ne dis pas de bêtises, c'est RS. RS. OK. Ensuite, pouvez-vous définir les vêtements d'usage, s'il vous plaît? Un logo sur un vêtement suffit et c'est quoi un vêtement d'image, en fait, tout simplement? OK, oui, c'est vrai. Ce que nous, on a je t'explique. Ce que nous, on a, considéré comme, vêtements d'image, c'est par exemple les uniformes classiques, les vêtements sur lesquels vous allez avoir les logos de l'entreprise, mais qui ne sont pas là pour votre protection. Par exemple, si on va j'ai pas envie de citer, bon. Si on va en grande surface, que les employés ont des gilets avec le nom de l'enseigne, ça typiquement, c'est ce qu'on appelle nous un vêtement d'image, mais qui sera bien pris en compte dans la réglementation textile, des textiles sanitaires. Est-ce que les EPI des collectivités ont-ils été intégrés à tout ça? Justement, on a eu plusieurs réponses, donc de la CUD et de la CCHF, par rapport à leurs EPI. On est encore en attente de certaines réponses, donc c'est en cours pour pouvoir affiner, savoir que, les personnes à la voirie ont tel type de d'EPI, par exemple. Donc ça, c'est en cours. OK. Est-ce qu'on parle de filière locale, donc c'est pour la CUD ou Hauts-de-France possible? Alors, j'ai très envie de répondre à cette question parce que c'est un élément qu'on n'a pas eu l'occasion d'évoquer dans le webinaire. L'idée étant d'avoir une filière autant que possible locale. Je pense qu'on a tous compris qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée à transporter des déchets. Donc ça, c'est extrêmement important. Les Hauts-de-France, oui, évidemment. Mais je voulais mentionner aussi que la raison pour laquelle
une des raisons, évidemment, pour lesquelles nous sommes soutenus par le plan France 2030. Et l'idée de pouvoir dupliquer cette filière sur d'autres plaques industrielles pour ne pas réinventer et recommencer ce travail qui est tout de même un travail de très longue haleine, qui demande énormément de ressources. Donc l'idée de pouvoir dupliquer ce qui va être proposé dans cette étude, de pouvoir l'adapter à la typologie de chaque plaque industrielle. Si on imagine voilà, peut-être parlons de Lyon ou de cette région-là, qui a une focalisation très, très chimie, de pouvoir aller très rapidement avec les éléments que nous avons collectés par NAF, faire une toute première estimation des typologies de pays qui sont utilisés sur cette plaque industrielle. Donc l'idée est vraiment d'accélérer et de pouvoir dupliquer cette filière. Après, il est possible que la totalité des EPI ne soit pas recyclable très localement, mais l'idée est de se poser la question aussi, quels pourraient être d'autres flux de matières qui ne sont pas forcément issus des EPI, mais qui sont générés localement, qui pourraient venir aussi nourrir en quelque sorte cette filière et apporter des volumes de matière suffisants pour pouvoir mettre en place du recyclage le plus local possible. Donc ce n'est pas non plus que les EPI. À terme, on souhaite se poser la question aussi, quels sont les flux qui pourraient venir alimenter aussi cette filière qui ne serait pas issue de pays, mais qui pourrait faire l'objet du coup, et tout le monde serait gagnant, de cette filière de recyclage. Je reviens très rapidement sur la question sur les EPI des collectivités sont-ils intégrés? Et on m'a précisé du coup dans le fil de discussion, je pensais essentiellement à la voirie, mais aussi au service collecte. Je pense que ça en lien. Oui, oui, c'est ça. Nous, on a eu des retours de différents services des collectivités, justement, mais on attend encore un petit peu pour pouvoir préciser nos résultats sur la partie collectivité. Ok. Ensuite, c'est combien d'entreprises ont répondu à l'étude en phase 1? Donc, je pense qu'on y a répondu au fil de, de la C'est présentation. c'est ça. On a eu 90 retours à l'étude. Donc, avec Ok. ces 90 retours, nous, on a fait une première. On a exporté ces résultats, on a fait une première analyse, et avec cette analyse-là et l'aide de la GUR, donc pour déterminer le nombre d'emplois en 2022, on a pu faire une estimation pour le territoire QTCHF. Ok. Qui est propriétaire de l'EPI, le porteur ou l'entreprise, ou c'est au cas par cas, et quelles sont les obligations en la matière? Ouais. Alors, on n'est pas des pros dans le domaine des EPI, mais le pays, le propriétaire, c'est l'entreprise. Donc, c'est la structure qu'il met à disposition de son employé. Donc, par exemple, des chaussures de sécurité, en toute logique, l'employé n'a pas le droit de repartir avec lorsqu'elles sont usées et qu'il a une nouvelle paire. Ça reste en tout cas l'entreprise qui en a la propriété et la responsabilité. Ok. Avez-vous pris en compte le nettoyage avant la transformation? Certains vêtements peuvent être porteurs de matières dangereuses en fonction du métier de l'agent. Fâcheuse, toi qui étais intervenue, je te laisse compléter. Oui, alors effectivement, ça fait partie c'est un élément clé dans l'étude qui est la détermination des polluants éventuels qui peuvent être inclus dans ces EPI. Donc ça fait partie tout à fait intégrante de cette étude. Et ça doit être déterminé par entreprise au moment de la collecte, clairement, puisque ça dépend en fait clairement de l'activité de l'entreprise. C'est là que c'est très important d'avoir une connaissance fine de son territoire par rapport à ces questions-là, et de travailler main dans la main avec ceux qui ont l'expertise en entreprise pour déterminer si ces polluants peuvent être tout simplement nettoyés, s'ils vont interférer ou si vraiment ça doit faire l'objet d'un traitement soit très spécifique ou d'une mise de côté de ces EPI pour des questions de pollution qui doivent être traitées autrement. Et pour compléter, c'est vrai qu'on avait regardé cette partie-là, par exemple, pour les gants. Donc, nous, on a l'un de nos adhérents qui est en mesure de laver certains gants. Donc, c'est en fonction de la marque également et de ce que préconise le fabricant. Est-ce qu'il y a des données en pourcentage par typologie de matière? Non,
Alors pour Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Je pense qu'on aura des données lorsqu'on va commencer à démanteler les EPI, parce qu'en fait, on sera amené à peser et à identifier quelle partie fait l'objet d'un recyclage éventuel. Et là, on pourra les peser pour arriver à ces statistiques-là, mais pour l'instant, non. Ouais. Et ce qui est compliqué, c'est que nous, dans notre étude de gisement, donc vous pourrez aller y faire un tour après, mais on demande si vous utilisez telle typologie de pays, donc par exemple les casques, et ensuite on vous demande quelle sous-catégorie de casque. Mais dans une sous-catégorie de casque, on peut retrouver plusieurs types de plastique, par exemple, et on ne peut pas vous demander d'aller vérifier sur chaque casque qu'est-ce qui est noté en termes de composition. Donc, d'office, en tout cas, avec l'étude de gisement, on était dans l'impossibilité de le faire. Par contre, dans les tests sur le démantèlement de ces casques, on aura l'occasion de quantifier à la fois de préciser les typologies de matière et du coup de quantifier par matière les proportions de chaque, puisqu'évidemment, avant de mettre en place une solution de recyclage, il faut s'assurer qu'on ait un gisement suffisant et régulier, parce que les questions de stockage sont bien évidemment très complexes. Donc ça fera partie des évaluations qui arrivent dans les toutes prochaines semaines. Ok. Avez-vous identifié les structures capables de traiter techniquement et de valoriser les matières des textiles? Alors, Plus ou moins, on Alors, l'espère. Mais... alors on a évidemment travaillé sur cette filière textile. Il est clair que la technicité du sujet, la diversité de matières, fait qu'il est, on le voit bien dans les initiatives qui émergent sur ces sujets-là, qu'il est extrêmement difficile de mettre en place des choses très locales avec des volumes, je dirais, petits ou moyens, et qu'il y a un facteur d'échelle qui est absolument gigantesque pour pouvoir traiter du textile. Donc c'est certainement un des premiers résultats de cette étude, c'est de dire qu'il semble assez peu logique et faisable de mettre en place du recyclage textile à une échelle locale. Par contre, on se pose la question, comment travailler pour intégrer ce textile dans des filières existantes qui, elles, ont trouvé la bonne échelle pour pouvoir mettre en place ce recyclage. Donc c'est un des challenges de l'étude, c'est comprendre cet aspect-là des choses. Mais il est effectivement assez peu probable de nos contacts sur la filière textile d'envisager de mettre en place du recyclage textile localement. Est-ce que vous considérez les éco-organismes comme acteurs de la valorisation et du recyclage? Absolument. Ouais, les éco-organismes, on en a contacté. Bah, typiquement, pour les vêtements, on a tout de suite pensé à Refashion. Alors eux, c'est les TLC, c'est plutôt le linge qu'on a à la maison, les chaussures. Mais on a regardé ce que eux déjà étaient en mesure de proposer, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des techniques pour d'autres types de déchets matières dont on va pouvoir s'inspirer pour nous, les EPI. Alors, Oui. je viens ajouter un petit élément à l'explication d'Antonine. L'idée dans cette étude n'est pas de lancer des études scientifiques avec. L'idée est d'identifier les expertises, les compétences existantes afin de les mettre en œuvre et d'être le plus efficace possible sur le recyclage des matières. Donc, dans ce cadre-là, évidemment, les contacts avec les éco-organismes sont extrêmement importants dans la mesure où eux ont déjà certainement à traiter les matières qui vont être collectées. Donc, l'idée n'étant pas jamais de réinventer l'eau chaude, si on veut être efficace, il faut travailler avec les gens qui ont déjà résolu certains de ces problèmes pour pouvoir avancer plus vite. Pour les EPI trop usés, existe-t-il une autre solution que le déchet? Bah alors là, ça va dépendre vraiment de la typologie de pays, hein, selon le type de pays. Oui, alors user, c'est très, très,
Vague. C'est très très vague par rapport. En fait, il faut toujours se référer à à son usage. Il peut être sale et tout à fait remplir son usage. Si on pense aux casques dans, par exemple, le BTP ou la voirie, ils sont très souvent sales et pourtant ils remplissent toujours leur office. Il ne faut pas, évidemment, jamais que la saleté vienne interférer avec l'inspection de l'EPI pour vérifier qu'il est toujours conforme à son usage. Donc ça, c'est une première chose. Il n'est de toute façon, après c'est un petit peu difficile de déterminer, quel type, d'état d'usage, par exemple, une lunette, en polycarbonate qui a une rayure, on est censé ne plus l'utiliser. Est-ce que ça va empêcher de réutiliser la matière? Absolument pas. Donc là, on a une gamme de réponses qui est extrêmement, large et la réponse, elle tient dans, l'expertise qui sera, hem, générée au niveau de cette filière, et des personnes notamment qui vont, démanteler les EPI pour décider: est-ce que là, ma matière, elle est trop altérée pour que je puisse la recycler? Ou est-ce que finalement, cette griffure sur une lunette ne gêne en rien le processus de recyclage. Donc là, il y a une réelle expertise qui se mettra en place avec des critères bien précis en fonction de la matière. Qui de la filière REP, éco-maison et l'éco-organisme concernés, je crois, REP articles de bricolage et de jardin, peut-on passer par eux pour avoir des reprises des EPI non ménagers dans l'attente de la structuration de la filière locale? Ouf, les EPI non ménagers, c'est les EPI Alors, utilisés en entreprise, j'imagine. Parce que là, actuellement, les REP sont pas du tout en mesure de récupérer les EPI. Même la REP liée au textile n'est pas en mesure de reprendre ce type de matière que sont les EPI. Ok. Quel type de pays en location? Anne, je voulais peut-être compléter. oui, Ah, pardon, autant pour moi. non, mais par contre, on a déjà, pris des contacts, avec ces REP parce qu'elles sont, comme évoqué précédemment, elles ont déjà une expertise sur certaines matières et elles ont déjà des filières, vers lesquelles elles vont envoyer leur matière. L'idée étant de ne pas réinventer à chaque fois, c'est de bien comprendre qui sont les acteurs, parce qu'il y a différents, sites aussi de retraitement, donc il doit y avoir différentes filières. Ça ne veut pas dire que les EPI passeront par la REP, mais ça veut dire qu'on va, travailler aussi avec les REP lorsqu'elles ont ces expertises-là et ces connaissances des filières de l'utilisation matière pour pouvoir, faire avancer, cette étude. Et je reviens du coup sur ma question qui était quel type de pays en location? Quel type de pays en location? Pour la grande majorité, c'est de l'EPI textile. C'est ça, des bleus de travail, Oui. ce type de pays-là. Des choses qui sont, finalement nettoyées très, très régulièrement, dont l'état est vérifié, qui font l'objet aussi, et ça c'est très intéressant, de réparations éventuelles suivant un cahier des charges qui est très précis et qui est déterminé avec, conjointement entre, l'entreprise, qui, loue les équipements et l'entreprise qui, les utilise, donc, sur site. C'est en très, très grande majorité du textile. Mais là, c'est vrai, il y a une vraie valeur ajoutée au niveau hem, de l'usage de cet EPI sur le long terme puisqu'il peut et il doit être, nettoyé très régulièrement. Donc là, ça permet d'avoir une vérification de son état. Pourrions-nous avoir une copie du PowerPoint de cette présentation pour pouvoir en parler à ma direction? Oui, tout à fait. On vous enverra, dans les prochains jours, très rapidement, la présentation et également le lien pour, le replay du webinaire. Quelles sont les compétences techniques recherchées pour valoriser ces matériaux? Caractérisation matière, process, transformation, trois petits points. Anne, c'est ton Mais tout, en fait, il faut absolument tout couvrir. Alors, comme, il n'y a jamais une seule personne qui connaît, la totalité de ces sujets, c'était un petit peu l'intérêt aussi de ce webinaire, c'est d'éveiller en vous, heu,
l'intérêt pour la filière, parce qu'il y a aussi du développement éco derrière. Ça, c'est évident. Nous aurons besoin de partenaires économiques avec des expertises, mais là, on est bien évidemment à l'écoute de tous vos REX par rapport à tous ces sujets. La question logistique est par exemple, très, très, très importante. Et vous pouvez éventuellement avoir des compétences sur la mise en place de ce type de filière, mais sur d'autres équipements. Et on est évidemment à l'écoute de vos REX à ce sujet. Avez-vous des contacts avec d'autres régions plutôt industrielles? Rouen, Lyon? Y a-t-il des filières là-bas? Alors nous, on a contacté certaines régions, alors je ne saurais plus vous communiquer quel EPCI, mais il y a des démarches, en tout cas liées aux EPI, qui essayent de se développer aussi sur d'autres territoires. Dans notre benchmark qu'on a fait déjà, alors on l'avait commencé en 2022, puis on l'a continué en 2023, on l'a mis à jour. On a vu qu'il y avait déjà des territoires qui avaient souhaité lancer la démarche, mais ça n'avait pas forcément pris. Et oui, on essaye voilà, de voir sur d'autres territoires. Mais si vous avez des retours d'expérience à nous proposer ou que vous connaissez des communes qui ont la même démarche, n'hésitez pas à nous communiquer leurs coordonnées. Nous proposons à nos clients des casiers connectés pour optimiser la distribution des EPI et donc diminuer en amont la quantité. Est-ce que vous travaillez sur la réduction en amont? Ce serait bien, ce serait bien effectivement qu'il y ait cette prise en compte. Anne, je te laisse Bah, compléter. ça, c'est bien évidemment l'idéal. Il ne faut pas aller jeter quelque chose qui peut encore être utilisé. Il faut faire bien attention à la législation, puisque techniquement, un EPI est personnel. Et la législation indique même qu'il doit faire l'objet d'un suivi et d'un contrôle. Donc, c'est toujours difficile de le réaffecter. On sait que ça se produit, mais d'un point de vue de la responsabilité d'entreprise, il doit toujours y avoir une validation de l'adéquation entre non seulement la typologie de l'EPI, mais aussi enfin, sa taille et qu'elle corresponde bien à la personne qui le porte. Donc oui, fondamentalement, c'est important, mais il y a énormément d'aspects légaux sur la sécurité qu'il faut couvrir. Et nous, dans l'objectif de l'étude, c'est de structurer la filière de valorisation. Mais oui, dans un premier temps, c'est aussi de pouvoir sensibiliser les entreprises, les porteurs de pays, au port, justement, de pays, le fait de les porter correctement et de ne pas forcément s'en débarrasser une fois qu'ils sont un peu sales, par exemple, alors qu'ils peuvent encore effectivement servir, toujours comme Anne l'a dit, en respectant donc la validité et la durée de validité de l'EPI. Avec une petite précision à l'instant, il s'agit de donner l'accès personnalisé pour l'opérateur avec la mise en place de quotas. Oui, 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 j'avais en tête, je vois un peu le design et l'entreprise en question. Oui, ça c'est sûr qu'au moins ça va limiter, on va dire, les employés. Ils pourront pas forcément se servir comme ils veulent dans le stock de pays. Y aura-t-il des solutions de financement proposées aux entreprises pour favoriser la démarche? Ben, justement, nous, on ne pourra pas en proposer. Ceci dit, on a déjà eu des échanges avec la région Hauts-de-France. Eux, ils ont des financements possibles, alors pas pour nous dans le cadre de l'étude, mais pour développer à grande échelle certaines solutions. On a également l'ADEME, mais encore une fois, nous, on ne peut pas bénéficier de certaines aides étant donné que c'est une étude. Par contre, il y a des aides liées à l'investissement, plutôt filière ou l'investissement pour le matériel, en fait. Je vais essayer de mettre 2 questions en une. Avez-vous des bonnes pratiques à partager, plus pour les participants peut-être, pour récupérer les EPI lors du départ du salarié? Et il y avait une autre question, et c'est: est-ce que la réparation fait partie des éventuelles solutions? Alors pour la réparation, ça, oui, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. La réparation, le nettoyage qui permet parfois d'augmenter très nettement la durée d'utilisation du produit, si on en revient à l'exemple des gants. Ça, c'est vraiment très intéressant de voir que le nettoyage, en fait, peut même apporter
une plus-value avec un gant qui est souple et très facile à porter par rapport à un gant neuf. Donc son nettoyage peut apporter une réelle plus-value par rapport à le jeter et en prendre une nouvelle paire qui n'est pas toujours extrêmement souple et pas toujours très facile pour travailler au début. Donc notre but, c'est aussi de mettre en avant ces solutions-là qui vont permettre la réduction des déchets. Et la première C'était par partie, rapport aux bonnes pratiques. Alors, Bonne nous, pratique. ouais, nous, en interne avec Opal, bon, on n'a pas ce souci, on a très très peu de pays, mais par rapport aux structures qu'on a sondées, aux échanges qu'on a eus, je sais que certaines structures remettent à l'employé les nouveaux EPI en échange des anciens. Par exemple, la paire de chaussures, bah voilà, il faudra venir rendre l'ancienne pour pouvoir avoir la nouvelle paire. Donc je sais que ça se fait. Pour les vêtements de travail, donc pour les structures qu'on a rencontrées, ça passait principalement par le service de location. Donc là, il y a pas vraiment le choix. Si le service ne récupère pas ses bleus de travail, il peut pas, en émettre de nouveaux. Donc je sais pas, Anne, si toi, tu avais d'autres bonnes pratiques en tête? non, a priori pas, mais ça pourrait faire l'objet d'une Oui. communication, tout à fait intéressante en termes de retour d'expérience. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour en discuter parce que tout ce qui peut permettre de diminuer ces déchets va être, intéressant pour la totalité des Il industriels, déjà il y a et puis une petite la ré oui. Ouais. Pardon, il y a une petite précision qui est aussi dans la discussion. Donc, les EPI dans la REP des articles de bricolage et jardin sont les gants de jardinage, par exemple, donc des EPI utilisés pour des travaux de bricolage et jardinage des particuliers. J'ai travaillé sur l'étude de préfiguration de la filière REP des ABJ et des textiles sanitaires à usage unique. Je suis intéressé pour creuser le sujet d'une extension des REP aux EPI professionnels auprès d'Ecomaison, qui est un client. Ensuite, je passe du coup à la question, comment pourraient être aidées les structures qui seraient capables de valoriser les EPI, par exemple votre adhérent qui lave les gants? Alors repasse le début de la question. Oh, pardon, excusez-moi. Comment pourraient être aidées les structures qui seraient capables de valoriser les EPI? Par exemple, votre adhérent qui lave les gants. Ouais. Alors, par rapport au financement, là, pour le coup, nous, on ne pourra pas intervenir, mais on peut essayer aussi de vous accompagner dans la recherche de financement. Par exemple, nous, on est financé par le plan France 2030 via Territoire d'innovation. Je sais que Dunkerque, l'énergie créative, était toujours en recherche d'actions à mettre en place, donc en prenant l'aspect innovation. Nous, de notre côté, on essaye donc, pour nos adhérents, de les mettre en avant, donc via des communications, de pouvoir faire des mises en relation lorsqu'on a des demandes. Mais autrement, concrètement, pour développer l'activité, c'est vrai que les financements, nous, on ne pourra pas, vraiment vous accompagner là-dessus. Ceci dit, dans la partie, partenaires, on a parlé des partenaires techniques. On est en mesure aussi de partager les frais liés à une action. Par exemple, voilà, comme ça, je pense au broyage des casques. C'est plus du tout en lien avec les gants, mais le broyage des casques, si une structure, veut s'impliquer dans l'étude, souhaite, uniquement, s'intéresser au broyage, des casques parce que c'est en polypropylène, par exemple, on peut mutualiser les coûts. Il va me rester deux petites questions. Alors, une solution de recyclage, on peut récupérer une EPI pour le transformer en un objet, mais il faut que cet objet réponde à un besoin. Existe-t-il déjà des procédés de transformation correspondant à des besoins sur le plan national? Pour notre part, nous passons par des structures de l'ESS pour la transformation des vêtements. Ouais, ben, on est ici sur le Dunkerquois, sur la même, logique. À l'échelle nationale, on n'a pas, mais justement à l'échelle plutôt territoriale, locale, nous, c'est ce qu'on a et c'est pour ça qu'au premier groupe de travail, on avait la communauté urbaine de Dunkerque ainsi que les acteurs de l'ESS. D'ailleurs, la communauté urbaine de Dunkerque a un catalogue, qui permet de recenser les articles donc d'upcycling, de surrecyclage, qui sont en mesure d'effectuer grâce aux différents EPI. Et donc on sait, alors c'est pas les vrais chiffres, mais on va savoir par exemple, combien il faut de pantalons ou de vestes pour faire, une sacoche d'ordinateur, par exemple. Pour les organismes adhérents, vous leur proposez des apporteurs de solutions qui font la collecte et la valorisation des EPI?
Alors, c'est l'objectif de l'étude, c'est de structurer la filière à l'échelle de la QTCHF. Donc, ce sera pour tous les acteurs, pas forcément que pour les adhérents à Ecopal. Par contre, dans un premier temps, en attendant la structuration de la filière, en étant adhérent, on peut vous accompagner pour la recherche de solutions et notamment vous communiquer donc notre petit catalogue de solutions que nous avons recensées. Donc, on les a recensées en 2022, 2023. On a continué sur 2024 en restant à l'écoute donc de tout ce qu'on pouvait voir, entendre par rapport à la valorisation des EPI. Et il y avait une dernière petite question qui était passée entre les mailles du filet, qui était une synergie est-elle possible avec l'entreprise MEWA, Miwa? Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, synergie, non, parce que les activités sont différentes, mais par contre, un partenariat, est tout à fait envisageable sur, l'une des 3 formules, qui est proposée par Ecopal. Donc, Et prenez contact avec nous et on pourra en discuter. et il y a une dernière petite question qui vient de s'ajouter. Quel est le montant de l'adhésion d'Ecopal? Alors l'adhésion à Ecopal est dépendante de l'effectif de la structure. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas mis là, mais je pourrais vous envoyer le bulletin pour qu'au moins vous puissiez un petit peu analyser les différents montants. Et on a également développé un partenariat avec Maz et la SECO, et donc vous pourrez avoir 30% de réduction sur la cotisation de votre première année si vous faites partie de l'un de ces deux clubs. Eh ben, c'est bon pour moi. Je pense que ce serait bien que vous fassiez juste un petit récapitulatif de tout ce que vous pouvez envoyer à la suite de ce webinaire. Comme ça, tout le monde sera au courant. Très bien. Donc nous, ce qu'on va vous envoyer, ce sera la présentation dont on s'est servi aujourd'hui. Je pourrais également vous joindre la présentation d'Ecopal et le bulletin d'adhésion pour que vous ayez au moins toutes les informations en tête. Et l'infographie aussi. On vous l'a envoyé, mais on pourra de nouveau vous l'envoyer avec les liens pour participer à l'étude de gisement si vous souhaitez encore y participer, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Et on vous enverra également le lien pour revisionner le webinaire si vous voulez revenir sur l'une des parties qu'on a abordées ou sur la session de questions-réponses. Il y aura aussi la brochure, sur Oui. les partenariats. Voilà, où là, vous aurez plus en détail les conditions et ce qu'on peut faire ensemble, ce qu'on peut partager comme information. Collab avec Team 2, je vois dans les questions. Team 2 et adhérents Ecopal, on a une adhésion croisée et donc oui, on travaille, on souhaite travailler ensemble sur certaines parties et on pourrait faire de l'échange de données et travailler de manière collaborative. Ainsi que Raw Materials, effectivement, Jeanne qui le précise dans la partie conversation. Donc, Anne et moi, on vous remercie pour votre présence. Vous avez été nombreux à vous inscrire et également nombreux à participer au webinaire et vous l'êtes encore malgré qu'on ait dépassé l'heure avec les questions-réponses. N'hésitez pas à nous contacter donc, par mail ou par téléphone. Vous avez mes contacts puisque je vous ai envoyé l'invitation. Si vous ne les avez pas, vous l'aurez à l'issue du webinaire lorsque je vous enverrai toutes les informations. Donc, on vous remercie, Anne et moi, et on vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.